Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 24-70 et d'un 70-200 pour tout faire? Est-ce qu'il n'existerait pas une optique plus compacte, plus légère, capable de couvrir l'essentiel sans trop de compromis? Aujourd'hui, je vais tester une focale un peu atypique, mais qui pourrait bien être l'un des choix les plus malins en monture Z. Tamron sort une nouvelle optique en monture Z, le 35-100 mm à ouverture constante 2.8. C'est pas une plage focale à laquelle on a vraiment l'habitude. On connaît les 24-110, les 28-75 et les 70-200. Mais 35-100 mm, c'est un peu entre deux mondes. Et c'est justement ce qui m'intriguait à propos de cette optique. J'ai pu la tester sur un tournage de clip, mais aussi sur un shooting photo mêlant lumière continue et flash, en basse lumière, donc dans des conditions assez variées pour vous faire un retour dessus. Avant d'aller plus loin, le 35-100 mm m'a été prêté par Tamron. Mais cette vidéo, elle est pas sponsorisée, je suis pas affilié, et d'ailleurs cette optique, je ne vais pas la garder puisque je la renvoie demain. Je vous fais donc ici un retour le plus impartial possible, comme d'habitude. Bon, 35-100 mm, ça couvre la plupart des focales préférées des portraitistes. On a droit aux 35, 50 et 85 mm. Donc déjà, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour travailler confortablement. Et en plus, on a même droit à un petit extra avec le 100 mm pour ceux qui, comme moi, aiment la compression des perspectives. Alors évidemment, cette optique, elle semble destinée au portrait, mais pas seulement. Pour la street photo, ça peut être un bon choix, parce que l'optique reste compacte et discrète. Avec elle, on ne passe pas pour un reporter avec un bazooka accroché à son boîtier. On ressemble plutôt à un type lambda qui se balade avec un appareil, et pour capturer des moments de vie, la discrétion, c'est un vrai plus. Pour immortaliser ses vacances aussi, elle peut être intéressante, parce qu'avec elle, vous n'aurez pas le stress de vous balader avec 10 000 balles de matos autour du cou. Vous n'aurez donc pas de pression excessive en cas de chute ou de vol, et en vrai, c'est quand même une optique qu'on a envie d'emmener partout. Et en plus de ça, vos cervicales vous remercieront. Et en vrai, même en rando ou en trek, cette optique, je la trouve pertinente, parce qu'elle est super légère, et elle peut servir d'objectif unique. Parce qu'avec elle, vous avez quand même du 35 mm pour faire du paysage, mais vous pourrez aussi compresser un petit peu plus les perspectives à 100 mm pour pouvoir isoler un détail. Donc cette optique, elle peut servir dans quand même pas mal de cas de figure. Et puis, il y a un point important, c'est l'ouverture constante à 2.8. Peu importe la focale que vous utiliserez, l'exposition, elle reste identique. Quand vous zoomez, il n'y a pas de variation et donc pas de perte de lumière. C'est particulièrement appréciable en basse lumière où chaque stop compte. On peut continuer à travailler sans devoir compenser en ISO ou en vitesse dès qu'on change la focale. Et ça en vrai, c'est assez pratique. Surtout en vidéo où c'est un vrai confort. Ça évite les micro-variations d'exposition pendant un zoom, ce qui donne un rendu un peu plus propre quand même. Donc avec le 35-100 mm de Tamron, on a une optique qui se veut polyvalente et qui peut nous accompagner partout. Et maintenant, on va voir si c'est le cas ou pas. En ce qui concerne la qualité de fabrication, le 35-100 mm a un revêtement en plastique, donc attention si vous n'êtes pas soigneux avec votre matériel. Ouais, j'ai peur que si jamais je le fais tomber, il résiste pas longtemps. Malgré ça, il reste tropicalisé et résistera à la pluie. On a un joint d'étanchéité au niveau de la monture qui assure une étanchéité et protégera l'intérieur de votre boîtier. Alors, certes cette optique, elle est en plastique, mais ça lui permet quand même de rester ultra léger et de ne peser que 575 grammes sur la balance. Ajoutez à ça qu'elle est assez petite pour la plage focale qu'elle couvre, avec un diamètre de 80 mm et une longueur de 121 mm. Tout ça, ça va rendre son utilisation d'autant plus simple. Car qui dit compact et pas lourd dit parfait pour être utilisé sur une gimbal. Avec un boîtier comme le ZR, vous aurez un combo petit et facile à équilibrer qui ne vous fera pas trop souffrir les épaules. Et ça, j'apprécie énormément. D'autant plus que même si le 35-100 mm dispose d'un zoom externe, en vrai celui-là, il reste assez minime. On a une amplitude, en vrai je ne l'ai même pas mesuré, je vais vous l'afficher à l'écran, mais à mon avis ça doit faire, je sais pas, 2 ou 3 cm, pas plus. Donc autant vous dire que ça va pas changer votre centre de gravité de beaucoup, et donc pas besoin de refaire un équilibrage de votre gimbal si vous changez de focale. En ce qui concerne les bagues, celle de focus, elle est particulièrement souple. Vous pourrez faire des mouvements assez amples, rapidement, mais en même temps, elle offre une légère résistance quand vous la manipulez doucement, ce qui favorise grandement la précision. Donc vraiment, moi, cette bague de focus, j'adore le feeling qu'elle procure. C'est trop cool. Bon, à contrario, la bague de focale, elle est plus dure, ce qui va éviter tout changement non désiré. Elle est aussi très courte, c'est-à-dire que vous passerez de 35 à 100 mm en un petit mouvement comme ça. Tac, c'est vraiment ultra court.
Le diamètre des filtres est lui de 67 mm, ce qui est un standard sur beaucoup d'objectifs de la marque Tamron. Donc à ce niveau-là, vous pourrez mutualiser vos filtres ND, mixtes ou variables, et ainsi faire des économies. Il y a aussi un bouton personnalisé qui peut avoir 3 fonctions distinctes grâce au commutateur juste à côté. C'est-à-dire que quand vous allez être sur la position 1, le bouton aura une fonction, mais si vous passez à 2 ou 3, il aura une autre fonction que vous pourrez paramétrer. Et pour ça, ça se fait via l'application Tamron Lens Utility. Cette application, elle est maintenant disponible sur iOS. Je me souviens que quand j'avais testé le 35-150 mm de Tamron sur cette chaîne, j'avais dû emprunter le smartphone Android d'un pote pour la tester. De mémoire, c'était celui d'Alan. Et Alan, on n'a pas fini Gear of War. Faut que tu passes à la maison pour qu'on te ressonne du locus. Bref, je peux maintenant utiliser cette application sur mon smartphone et il y a en vrai plein de choses à dire. Et pour ça, je vais la sortir. Alors primo, vous aurez la possibilité de connecter l'optique via un câble USB-C, ce qui n'est pas du tout pratique. Ou bien alors, mieux en Bluetooth en connectant, hop là, ce petit dongle. Et vu que Tamron me l'a prêté en même temps que l'optique, je l'ai poncé. Sur l'application, vous avez 4 grandes features. La première, elle permet d'assigner des fonctions aux boutons personnalisables. Vous pourrez choisir soit LFN1, soit LFN2, qui sont dans les réglages de base de votre boîtier Nikon. Donc ça, ce sont des fonctions de base que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre boîtier, ou plutôt que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre optique, mais Tamron propose des fonctionnalités en plus. Et parmi ces fonctions, il y en a 2 que je trouve très pratiques. La première, c'est la sélection linéaire, non linéaire de la bague de focus qui permet rapidement d'adapter cette bague à un mode photo ou vidéo. Et la deuxième, c'est la possibilité de pouvoir sélectionner entre manuel focus ou autofocus, parce qu'il n'y a pas de bouton dédié sur l'optique. Donc si jamais comme moi vous aimez quand même avoir un bouton physique pour passer rapidement du manuel ou de l'autofocus, vous pourrez utiliser ce bouton personnalisable ici. Et enfin pour le 3e slot, moi j'aime bien le réserver au comportement LFN géré par mon boîtier. Parce que ce bouton il est quand même présent sur toutes mes autres optiques et il me sert à activer ou désactiver rapidement le mode silencieux. Donc pour garder quand même la même mémoire musculaire, j'aime bien avoir la même fonction sur toutes mes optiques. La seconde feature proposée par cette application, elle vous permettra de paramétrer la bague de mise au point. C'est-à-dire que vous pourrez sélectionner l'angle d'amplitude allant de 90 à 360 degrés, mais aussi indiquer un comportement linéaire ou non linéaire. Voilà, si vous ne l'avez pas assigné au bouton personnalisable, vous pouvez le changer ici. Et donc ces 2 paramètres, ils sont quand même très pratiques si vous utilisez une commande de points déportée en vidéo. La 3e feature, elle vous permettra de contrôler à distance la bague de mise au point justement. Et donc ici, vous pourrez carrément remplacer la commande de mise au point dont je vous parlais tout à l'heure, commande de mise au point type Small Rig ou Nucleus. Vous allez même pouvoir zoomer virtuellement dans votre bague pour gagner en précision, ou bien au contraire utiliser la zone à gauche pour être le plus réactif possible. Et c'est quand même franchement pas mal comme fonctionnalité parce qu'en Nucleus ça coûte quand même assez cher. Et si vous faites pas, je sais pas moi, de la fiction ou alors des tournages qui demandent un contrôleur de mise au point à distance, en vrai, l'application elle va pouvoir vous permettre de le remplacer. Et enfin, la dernière feature va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 3 distances de mise au point pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Vous allez aussi pouvoir paramétrer une durée de transition entre ces distances pour contrôler précisément votre plan. Et en vrai, ça peut être très pratique pour du packshot vidéo ou bien de la fiction. Donc au final, cette application, elle est clairement orientée vidéo. On sent que Tamron a pensé aux créateurs de contenu, mais aussi aux gens qui font de la fiction légère et du packshot vidéo. Et couplé avec une Nikon ZR, ça fait sens. Bon, assez parlé software, on va passer hardware et parler du piqué. À 2.8, globalement, on est bon. Entre 35 et 70 mm, le centre est bien défini, c'est propre et exploitable sans problème en photo comme en vidéo. En revanche, à 100 mm, ça se complique. À pleine ouverture, le centre commence à baver légèrement. Ce n'est pas catastrophique, on reste sur quelque chose d'utilisable, mais on sent que c'est pas son sweet spot. Les bords, eux, sont acceptables à 2.8. Pas incroyable, pas mauvais non plus, juste cohérent avec le positionnement tarifaire. Mais dès qu'on passe à f4.5, tout s'améliore. À 100 mm, le centre devient vraiment bon. Les bords, eux, suivent exactement la même logique et on a quelque chose de très homogène sur l'ensemble de l'image. Alors oui, on n'a pas le même rendu qu'avec une optique à 3000 €, faut pas déconner non plus. Mais pour ce prix, honnêtement, c'est excellent. Et surtout, faut pas oublier que les mires ont tendance à mettre sous le coup des projecteurs tous les défauts.
Dans la vraie vie, personne ne verra le piqué légèrement plus mou à 100 mm 2.8. En ce qui concerne la distorsion, elle est clairement présente. Et ça, vous allez le voir dès la prise de vue parce que les boîtiers Nikon n'incorporent pas le profil de l'objectif en interne. Les lignes droites se courbent, les perspectives se déforment et c'est pas du tout subtil. Maintenant, soyons réalistes. En photo, Capture One corrige ça très facilement. Le profil constructeur fait bien le boulot et ça passe. Et en vidéo, faudra le faire à la main. Concernant le vignettage, alors là, bonne surprise. Il est assez peu présent, quelle que soit la focale testée. Que vous soyez à 35 ou à 100 mm, le comportement reste assez homogène. À 2.8, on perçoit un léger assombrissement dans les coins, mais rien de dramatique. Et même si ça se voit sur des mires, en usage réel, c'est quand même vachement atténué. En vrai, moi, ce que j'appréciais sur cette optique, c'est que le vignettage, il est régulier sur toute la plage de focale. Il n'y a pas une focale beaucoup plus problématique que les autres. Donc ça veut dire que si jamais vous faites des changements de zoom, vous aurez le même rendu. Et dans tous les cas, ça se corrige très facilement en post-production. Donc honnêtement, sur ce point-là, j'ai rien à dire parce que je fais des tests de vignettage à chaque fois sur mes tests d'optique, mais le vignettage, c'est un non-débat maintenant. Par contre, un truc qu'on peut pas corriger, ce sont les flares. Et sur cette optique, ils sont assez présents. Dès que vous mettez une source de lumière qui pointe directement sur l'optique, vous les verrez. Mais moi, honnêtement, je les trouve très beaux. On a un rendu assez marqué, oui, avec des reflets bien visibles. C'est pas discret, c'est pas neutre, mais c'est assumé. Et personnellement, j'aime beaucoup. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu plus de temps pour tester ce 3500 mm, et notamment de ne pas avoir pu le tester sur du portrait en extérieur au coucher de soleil. Tout simplement parce qu'en ce moment il fait ultra moche à Marseille, on a soit de la pluie, soit du mauvais temps, on se frappe un hiver un peu pourri, et du coup tant pis pour les textes extérieurs. Bon, en revanche, si vous faites de la pub pour produire des images contrôlées et propres, là en vrai ça peut devenir un petit peu trop marqué. Côté bokeh, on est ici sur un diaphragme à 9 lamelles, et au centre de l'image, les billes de lumière sont donc bien rondes, et on retrouve au bord de l'image un effet d'œil de chat. On aime ou on n'aime pas, personnellement c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, au contraire, j'aime l'aspect tourbillonnant que procure un effet œil de chat. Autre point, les billes ne sont pas ultra lisses. Et on a aussi un effet d'onion ring très prononcé, qui lui pour le coup n'est pas très esthétique. Le contour des billes est légèrement flou, voire dédoublé par moments, et là aussi, on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir. Bon, je vous avoue que en ce qui me concerne, je trouve que le bokeh n'est clairement pas le point fort de cette optique. En même temps, avec une plage focale allant de 35 à 100 mm et un encombrement et surtout un diamètre aussi petit, je m'attendais pas à des miracles. Et maintenant, un point crucial en vidéo, le focus briefing. Et là, bonne nouvelle, il n'y en a pas. Quand vous faites un rack focus, le cadrage ne change pas. Et honnêtement, sur une optique à ce prix-là, c'est une excellente surprise. Donc big up pour Tamron pour avoir bien géré le focus briefing sur cet objectif. Concernant l'autofocus, en conditions normales, il est très bon. En pleine journée, en intérieur correctement éclairé et en extérieur, je n'ai eu aucun souci. Et bon, moi ça me surprend pas parce que sur les optiques Tamron que j'ai déjà pu tester, l'autofocus a toujours été fiable. Ici, on est exactement dans la même logique. Ça accroche et ça fait le job sans qu'on y pense. En revanche, en low light, ça se complique. Sur un shoot où je mélangeais du flash et du light painting, j'étais quasiment dans le noir. Ma seule source continue était un projecteur réglé à 10% de dim. Et là, oui, l'autofocus a clairement montré ses limites. J'ai dû passer plusieurs fois en manuel pour faire la mise au point correctement. Mais, soyons honnêtes, on parle de conditions quand même assez extrêmes. Je suis pas certain que beaucoup d'objectifs, hormis les modèles à 3000 € ou plus, auraient pu faire beaucoup mieux. En bonne lumière, rien à signaler. Mais en basse lumière, on peut avoir quelques ratés. Comme je vous disais, j'ai utilisé cette optique sur un clip que j'ai tourné il y a 2 semaines. Et là encore, on était quand même dans une ambiance assez low light, puisque on avait tout un système de projection sur toile holographique pour avoir un jeu de perspective sur nos images. Et bon, pour que la projection puisse être visible sur nos caméras, forcément, on n'avait pas trop de projecteurs allumés. Et sur certains plans, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, et parfois même reprendre la mise au point à la main en repassant sur du manual focus. Alors dans ce cas, heureusement que la bague de focus est agréable et précise, ce qui sauve clairement la mise dans ce genre de situation. Donc oui, très bon autofocus en conditions normales, avec aucun raté. Par contre, il montre ses limites quand la lumière devient vraiment critique.
mais dans des situations normales de luminosité, ça reste largement exploitable. Côté distance minimale de mise au point, c'est plutôt intéressant. À 35 mm, on peut descendre à 22 cm et à 100 mm, on est à 65 cm. Et franchement, c'est pas mal du tout, parce qu'à 35 mm, on peut vraiment s'approcher du sujet. Ça va vous permettre de faire de la proxy, de jouer avec les perspectives et voire même d'exagérer légèrement les volumes. À 100 mm, les 65 cm restent très confortables et ça va nous permettre d'isoler un détail, un produit ou un élément du décor sans avoir besoin d'un vrai objectif macro. Bon, alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus une optique macro à proprement parler, mais pour une focale polyvalente comme celle-ci, c'est quand même une belle surprise de pouvoir s'approcher aussi proche de notre sujet. Et ça ajoute aussi encore un petit peu plus de polyvalence à l'ensemble. Bon, maintenant qu'on a passé tous les points en revue, il est temps de parler argent. Le 35-100 mm de Tamron est vendu 929 € en monture Z. Il est aussi disponible en monture E pour les sonistes. Je crois qu'il est moins cher chez Sony, je me souviens plus à combien il est, mais en tout cas, chez Nikon, il dépasse les 900 €. Et ce prix-là, c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il propose. Parce que je vous rappelle qu'on a un range de 35 à 100 mm et un très bon piqué par rapport au poids et à sa taille. Donc je dois vous avouer qu'à ce prix-là, vous prenez pas trop de risques. À moins de 1000 €, vous aurez beaucoup de mal à trouver mieux. Donc au final, le 35-100 mm, c'est une optique qui fait un petit peu tout et qui peut nous accompagner partout grâce à son poids plume et à sa petite taille. Vous allez pouvoir l'emmener en vacances, en rando, faire de la street photo, sur un tournage léger ou sur un shooting portrait. Elle ne cherche pas à être la meilleure dans un domaine ultra spécifique, mais par contre, elle est polyvalente et accessible. Et pour le prix, le rapport qualité-performance est vraiment bon. Honnêtement, moi, dans cette gamme tarifaire, je vois pas là où la concurrence fait mieux. Enfin, si on regardait ce que fait la concurrence, on a soit plus lourd, soit moins bon. Pour ce prix-là. On sent aussi que cette optique, elle a été pensée avec la vidéo en tête. Entre l'absence de focus briefing, l'application Tamron Lens Utility couplée à ce petit dongle, la gestion de la bague de mise au point et toutes les fonctions avancées que vous propose Tamron, on est clairement dans l'air du temps, on est clairement dans une utilisation pensée vidéo. Donc là encore, en photo très bien, mais si vous faites de la prod vidéo, pourquoi pas, ça peut être une bonne optique. Bon maintenant, si on regarde la gamme de Tamron, on peut quand même se dire que son positionnement est un petit peu étrange. Le 28-75 mm 2.8 existe déjà, et il partage une grande partie de la plage focale du 35-100 mm. Mais le 28-75 a été conçu pour être couplé avec le 70-180 mm 2.8. Parce que 75 mm, soyons honnêtes, c'est pas toujours idéal. Il manque la focale de 86 mm très appréciée en portrait, et 75 mm, c'est pas assez pour bien compresser. Le 35-100 mm, lui, il propose autre chose. Il propose une plage plus étendue vers le téléobjectif, avec un compromis différent. Il est moins orienté duo d'objectifs, et son positionnement, c'est plutôt je pars avec une seule optique. Donc on a un petit compromis sur la focale, certes, on a moins de grand angle, mais par contre, avec lui, techniquement, vous pouvez en acheter qu'un seul. Et puis bon, dans le line-up Tamron, on a aussi quand même le 35-150 mm de 2.8. Et celui-là, je l'ai déjà testé sur ma chaîne, et je l'ai adoré. Pour moi, le 35-150 de Tamron, c'est un banger absolu. Bon, par contre, il est vendu 1700 €, donc 800 € de plus que celui-là. Alors attention, 1700 balles pour le 35-150, c'est juste un excellent prix pour tout ce qu'il propose. Mais tout le monde n'a pas ce budget. Donc si vous ne pouvez pas monter à ce tarif, le 35-100 mm devient une alternative intéressante. On reste dans la même philosophie de polyvalence, avec simplement 50 mm de moins en bout de course. Et c'est là tout l'intérêt de cette optique. Un objectif polyvalent, moderne, orienté vidéo, avec un tarif agressif. Et si vous le couplez avec un 16-30 mm 2.8, qui est, je crois, dans la même gamme tarifaire que lui, vous obtenez une couverture quasi complète de 16 à 100 mm pour moins de 2000 €. Alors oui, ok, ce Tamron, c'est peut-être pas l'objectif le plus spectaculaire de la gamme, mais c'est probablement l'un des plus malins. Alors encore merci à Tamron pour le prêt de cette optique et pour m'avoir permis de le tester sur cette chaîne. Quant à vous, j'espère que ce retour terrain vous aura aidé à y voir plus clair. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures endiablées.